Ma femme ne savait pas que je possédais 15 milliards de dollars d'actions dans l'entreprise de son père. Elle m'a toujours vu vivre simplement. Un jour, elle m'a invité à dîner avec ses parents. Je voulais voir comment il traitait un homme pauvre jusqu'à ce qu'il fasse glisser une enveloppe sur la table. 5 minutes plus tard. Le secret de 15 milliards de dollars. Je n'ai jamais dit à ma femme que je possédais secrètement près de la moitié de l'entreprise de son père, une participation valant plus de 15 milliards de dollars. Pendant 23 ans, elle ne m'a connu que comme un simple consultant ordinaire, avec une vieille voiture et un petit appartement. Puis, un mardi, elle m'a invité à dîner avec ses parents. J'ai accepté, curieux de voir comment il traiterait quelqu'un qu'il croyait insignifiant. Les sourires étaient polis, les questions étaient tranchantes, et puis, au milieu du repas, son père a fait glisser une enveloppe en cuir sur la table. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce dîner n'avait jamais vraiment concerné la famille. Avant que je vous raconte la suite, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je suis curieux de voir jusqu'où cette histoire voyage. Le message est arrivé un mardi matin, et j'ai tout de suite su ce qu'il signifiait. J'avais 53 ans. J'étais marié à Margot depuis 23 ans et, pendant tout ce temps, j'avais appris à déchiffrer la température de son silence. Ce silence particulier, celui qui l'animait lorsqu'elle fixait son téléphone pendant que son café refroidissait, signifiait que ses parents préparaient quelque chose. « Laisse-moi deviner », ai-je dit, de l'autre côté de la table de notre cuisine à Cambridge. « Ta mère. » Margot a levé les yeux, et l'expression de son visage l'a confirmé. Elle a fait glisser son téléphone sur la table en bois usé, celle que nous avions achetée dans un vide-grenier il y a 19 ans. Le message était bref, formel, et d'une précision glaciale. Dîner, vendredi, 19h. Affaire familiale importante. Maxwell, quand mes parents deviennent aussi formels, a dit Margot doucement, quelqu'un finit généralement par souffrir. Elle n'avait pas tort. Theodora Stone ne faisait jamais dans la décontraction. Chaque interaction était calculée. Chaque mot était pesé. Une invitation à dîner arrivant par SMS, au lieu d'un appel téléphonique, c'était une transaction commerciale, pas une réunion de famille. Nous y allons, ai-je dit. Je veux voir ce qu'il complote. Ce que Margot ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, parce que j'avais passé 18 mois à faire attention de ne pas lui dire, c'est que j'attendais ce moment, j'observais, et je me préparais. Je l'avais vu venir à travers les petites remarques à Thanksgiving, dans la façon dont Randolph Stone me regardait, comme si j'étais un problème à résoudre. Dans la façon dont leur propre fille, Anne Insley, avait commencé à me traiter comme une gêne plutôt que comme un père. Il pensait détenir le pouvoir dans cette relation. Il pensait que j'étais exactement ce que je paraissais être, un consultant en logistique de 53 ans, qui conduisait une Honda de 7 ans et vivait dans un modeste appartement de 2 chambres. Un quartier où même leur jardinier ne mettrait pas les pieds. Ce qu'il ne savait pas, c'était ceci. Il y a 27 ans, j'ai hérité de 500 000 $ de mon grand-père. La plupart des gens auraient acheté une belle voiture ou pris des vacances coûteuses. Moi, j'ai acheté des actions dans une compagnie maritime en difficulté, dirigée par un homme nommé Randolph Stone, qui se noyait sous les dettes à cause de la crise du transport maritime en Asie et ne parvenait à obtenir de financement de personne ayant consulté ses livres. J'avais étudié cette entreprise pendant des mois avant de faire mon premier achat. Ses fondamentaux étaient solides. Ses racines étaient rentables. Il avait juste besoin de capital. Alors, j'ai commencé à acheter discrètement, à travers des couches d'entités corporatives et de trusts offshore, impossibles à relier à moi. En 3 ans, je possédais 15%. Au moment où j'ai rencontré Margot lors d'une vente aux enchères caritatives, je possédais 31%. À notre mariage, 42%. Aujourd'hui, je possédais 47% de la Stone Maritime and Logistics Corporation. Aux valorisations actuelles, ma position valait environ 15 milliards de dollars. Randolph Stone travaillait pour moi. Il ne le savait juste pas encore. Maxwell. La voix de Margot m'a ramené à la réalité. Elle m'observait avec ses yeux qui m'avaient accompagné à travers tout, les études, les changements de carrière, et la désapprobation sans fin de ses parents. Promets-moi que tu ne les laisseras pas t'intimider. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Je te promets qu'ils verront exactement qui je suis. Elle a serré mes doigts, me faisant confiance comme elle le faisait depuis 23 ans, comme elle m'avait fait confiance quand je lui avais demandé de vivre modestement, pour construire une vie sur autre chose que les apparences.
Elle ne l'avait jamais remis en question, n'avait jamais exigé d'explication. Le vendredi apporterait la confrontation que je préparais, et cette fois, je ne resterai pas silencieux. Le vendredi est arrivé avec ce genre de soirée froide de novembre qui rend Boston impitoyable. J'ai conduit notre Honda à travers Cambridge alors que le crépuscule s'installait sur la ville, Margot silencieuse à mes côtés, sa main posée sur la console centrale où je pouvais l'atteindre. Nous avions fait ce trajet des dizaines de fois en 23 ans, mais ce soir, c'était différent. On aurait dit que nous franchissions une frontière vers un territoire ennemi. Cambridge défilait derrière les vitres, les bâtiments en briques, les étudiants diplômés se hâtant contre le froid, et le charme usé de notre quartier où les professeurs et les artistes vivaient aux côtés des familles modestes. Puis, nous sommes entrés dans Wellesley, et le monde a changé. Les rues se sont élargies, les maisons sont devenues plus vastes, nichées derrière des murs de pierre et des pelouses parfaites, que même l'hiver ne parvenait pas à ternir. C'était là, vieille fortune, celle qui n'a pas besoin de s'annoncer parce que tout le monde sait déjà qu'elle est là. Le genre de fortune qui regardait ma Honda de 7 ans et y voyait un échec au lieu d'un choix. La main de Margot s'est serrée sur la mienne alors que je tournais dans la rue de ses parents. Le domaine des Stones s'étendait sur 3 hectares qui coûtaient probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une vie. Même dans la lumière déclinante, l'endroit ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Des colonnes, une symétrie parfaite, et ce genre de perfection architecturale qui disait « Nous sommes importants pour quiconque passe par ici ». Je me suis garé dans l'allée circulaire. Avant même que je puisse couper le moteur, la porte d'entrée s'est ouverte. Florence se tenait sur le seuil, la gouvernante, pas Théodora. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une transaction. Ils vont vraiment faire ça, a chuchoté Margot. Laisse-les faire, ai-je répondu. Florence nous a accueillis avec une courtoisie professionnelle, prenant nos manteaux sans croiser mon regard. Puis Randolph est apparu dans le foyer, 72 ans, se tenant toujours comme un homme ayant bâti des empires, ce qu'il pensait probablement avoir fait. Maxwell. Sa poignée de main était conçue pour dominer, la pression trop ferme, le maintien trop long. Margot, ma chérie. Théodora a émergé du salon, 69 ans et élégante d'une manière qui exigeait des heures d'entretien quotidien. Elle a offert une étreinte à Margot, puis s'est tournée vers moi avec un baiser aérien, qui a atterri quelque part près de ma joue sans jamais établir de contact. « C'est si gentil à vous d'être venu, a-t-elle dit, d'un ton suggérant que c'était tout sauf gentil. « Maman, papa, ils sont là. » La voix d'Anne Ainsley venait du fond de la maison, désinvolte et ennuyée. Je l'ai trouvée dans le salon, 20 ans, faisant défiler l'écran de son téléphone comme si nous ne méritions pas qu'elle lève les yeux. « Salut, ma puce, a dit Margot doucement. « Oh, a lancé Anne Ainsley en levant les yeux une fraction de seconde. « Salut, maman. »« Salut, papa. » Ce « papa » était prononcé comme si elle s'adressait à un étranger. Je me la suis rappelé à 7 ans, me demandant pourquoi nous ne vivions pas dans une grande maison comme papy et mamie. J'avais essayé de lui expliquer les valeurs, l'importance de construire quelque chose de réel plutôt que d'impressionnant. Elle avait hoché la tête, mais même à l'époque, je voyais qu'elle ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre. On y va. Randolph a fait un geste vers la salle à manger. La table était dressée pour 5. Les verres en cristal capturaient la lumière du lustre. Des assiettes en porcelaine, qui coûtaient probablement plus cher que notre loyer mensuel, étaient disposées à chaque place. La disposition des sièges me disait tout sur la tournure que prendrait la soirée. Randolph en bout de table, Théodora à sa droite, Anne Ainsley à côté de sa grand-mère, déjà alignée. Margot et moi en face d'elle, physiquement séparés, en infériorité numérique, isolés. Nous avons pris place. Un instant plus tard, Florence est apparue avec le premier plat. Alors qu'elle posait les assiettes, je pouvais sentir le piège se refermer. Ils avaient passé des jours à le préparer, mais ils n'avaient aucune idée de qui ils essayaient de capturer. Randolph a levé son verre de vin. Le cristal a capté la lumière alors qu'il souriait. « À la famille » a-t-il dit. Le mot sonnait comme une menace. Le premier plat est passé avec ce genre de plaisanterie forcée qui précède une exécution. Randolph m'a interrogé sur mon travail avec la condescendance prudente d'un homme demandant à un enfant de lui parler de sa peinture au doigt. Théodora a commenté la météo. Anne Ainsley consultait son téléphone entre deux bouchées, ne contribuant à rien jusqu'à ce que sa grand-mère lui lance un regard suggérant que même le mépris nécessitait un timing approprié. Le plat principal est arrivé,
un poisson quelconque qui coûtait probablement plus cher par gramme que ce que je dépensais en course en une semaine. C'est là que Randolph a vraiment commencé. Nous venons de finaliser l'expansion de la nouvelle route maritime atlantique, a-t-il dit, coupant son poisson avec une précision chirurgicale. Un projet de 10 ans, 2 milliards d'investissements. Il faut une véritable vision pour voir de telles opportunités. Il disait cela comme s'il expliquait la physique quantique à quelqu'un qui aurait à peine réussi ses maths au lycée. J'ai approuvé ce financement, ai-je pensé en le regardant faire son spectacle. Chaque dollar provient de mes avoirs. Tu me fais un cours sur un projet pour lequel j'ai donné le feu vert il y a 18 mois. Mais je me suis contenté de hocher la tête et de dire, ça semble ambitieux. Ces mots ont semblé le décevoir. Il voulait de l'engagement, peut-être une dispute. Au lieu de cela, je ne lui ai rien donné. Théodora a repris le fil. Margot, t'ai-je mentionné que j'ai croisé Tristan Aldridge la semaine dernière? Sa voix était légère, décontractée, de la manière dont les gens parlent juste avant de vous poignarder. Il s'en sort remarquablement bien. Il vient d'acheter une propriété à Beacon Hill. Une demeure absolument magnifique. La fourchette de Margot s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Je suis heureuse de ma vie, maman. Bien sûr que tu le es, ma chérie. Le sourire de Théodora aurait pu couper du verre. Je dis juste qu'il est intéressant de voir comment la vie tourne, n'est-ce pas? Les choix que nous faisons. De l'autre côté de la table, Anne Ainsley a enfin levé les yeux de son téléphone. Grand-père m'a confié de vraies responsabilités maintenant, a-t-elle dit, et je ne savais pas si elle s'adressait à moi ou si elle parlait à travers moi. Je coordonne avec l'équipe logistique l'intégration du nouveau terminal. Un vrai travail, stratégique. C'est merveilleux, ma puce, a dit Margot, essayant de croiser le regard de notre fille. Mais Anne Ainsley me regardait vraiment pour la première fois de la soirée. Certains d'entre nous construisent réellement des carrières, tu sais, on ne se contente pas de faire du conseil. Elle a prononcé le mot comme si c'était quelque chose qu'elle avait trouvé sous sa chaussure. Anne Ainsley. La voix de Margot était tranchante. Je reconnaissais ce ton, celui qu'elle utilisait lorsqu'elle me défendait face à sa famille, pour la 1000e fois en 23 ans. Quoi? Je suis juste honnête. Anne Ainsley s'est tournée vers sa mère. Est-ce qu'il ne t'arrive jamais de regretter tes choix? Ne te demandes-tu jamais ce que serait ta vie si tu avais épousé quelqu'un avec de l'ambition, de la vraie? Le silence qui a suivi était absolu. Le visage de Margot était devenu livide. C'est de ton père que tu parles là. Anne Ainsley a haussé les épaules. Elle l'a fait comme si elle avait commenté la météo, au lieu de sous-entendre que tout le mariage de sa mère était une erreur. Je suis resté parfaitement immobile, ce qui, je le voyais, les exaspérait plus que n'importe quelle réponse. Ils voulaient que je réagisse, que je me défende, que je prouve que leur opinion m'importait. Mais j'avais passé 23 ans à apprendre à lire cette famille. Ce soir, il ne s'agissait pas de conversation. Il s'agissait de positionnement. Ils rôdaient, testaient le terrain, se préparaient pour quelque chose. Le dessert est venu et reparti. Florence a débarrassé les assiettes avec une efficacité rodée. Pendant un moment, il y a eu un silence, celui qui ressemble à un souffle retenu. Puis Randolph s'est raclé la gorge et a cherché quelque chose sous sa chaise. Quand sa main a émergé, elle tenait un dossier en cuir qui allait tout changer. Le dossier en cuir a atterri sur la table, entre les verres à vin et le cristal, avec un bruit sourd qui a fait taire la pièce. Randolph l'a fait glisser vers moi avec l'assurance d'un homme qui a conclu 1000 contrats. À l'intérieur, agrafé avec une précision à 500 $, se trouvait un accord d'annulation de mariage. Épinglé sur le devant, un chèque de 350 000 $. Maxwell, a dit Randolph, s'adossant comme un juge sur le point de rendre un verdict. Je vais être direct. Vous vous êtes marié au-dessus de votre condition. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Margot aurait pu avoir n'importe qui. Elle aurait pu avoir Tristan. Nous avons essayé d'accepter ce mariage. Margot s'est raidie à mes côtés. Théodora s'est penchée en avant. Nous ne pouvons pas regarder notre fille se débattre financièrement par simple fierté. Ceci résout tout. Ce chèque, a continué Randolph en tapotant dessus, représente plus que ce que vous gagneriez en 10 ans comme consultant. Signez l'annulation, prenez l'argent, et tournez la page. Vous serez plus à l'aise, et Margot pourra reprendre une vie adaptée à ses origines. Le silence pesait sur mes oreilles.
Margot s'est levée si brusquement que sa chaise a raclé le sol. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas acheter les gens. Margot, assieds-toi, a dit Randolph, d'une voix lourde de décennies de commandement. Les adultes parlent. J'ai 48 ans, papa. Sa voix a craqué. Mon mari est juste là pendant que vous essayez de. Il ne la regardait plus. Il me regardait, certain d'avoir déjà gagné. Puis Anne Insley a pris la parole. Maman. Sa voix était calme. Grand-mère a raison. Tu mérites mieux. Margot s'est tournée vers notre fille, l'incrédulité luttant avec l'espoir. Anne Insley. Papa, sois honnête. Anne Insley a croisé mon regard, 20 ans et sûre d'elle-même. Tu freines maman. Vous vivez dans un minuscule appartement. Tu conduis cette voiture embarrassante. Tout le monde sait que tu n'es pas assez bien pour elle. Elle a dit cela comme une simple vérité évidente. Prends l'argent et pars, a-t-elle ajouté. Tu rendrais service à tout le monde. Anne Insley, a crié Margot. C'est ton père. Anne Insley s'est tournée vers sa mère, presque avec douceur. Maman, tu pourrais être avec quelqu'un comme Tristan. Quelqu'un avec un vrai avenir. Quelqu'un qui ne t'obligerait pas à choisir entre ta famille et ton mariage. Quelqu'un qui ne te ferait pas honte. Margot s'est effondrée alors, pleurant comme on le fait quand quelque chose à l'intérieur finit par se briser. Je suis resté immobile. Je savais que ce moment arrivait depuis 18 mois, mais le savoir n'est pas la même chose que de le vivre. Voir ma propre fille mesurer ma valeur et me rejeter faisait plus mal que tout ce que ses parents pouvaient dire. J'avais aimé Margot sans condition, à travers les années maigres et les victoires silencieuses, croyant que le respect naissait de la patience. J'avais avalé chaque affront de ses parents, chaque sourire qui pesait mes revenus avant mon caractère. Je pensais que le temps les adoucirait. Je pensais que ma fille voyait plus loin. À cet instant, j'ai compris avec quelle facilité l'argent réécrit une histoire. Comment le confort se fait passer pour de la sagesse. Il ne proposait pas un choix. Il m'effaçait. Et le plus cruel n'était pas le chèque. C'était de réaliser que l'amour mesuré en chiffres avait déjà été déclaré insuffisant. C'était définitif, irréversible, comme un verdict rendu bien avant que j'entre dans la pièce, et aucun appel ne pouvait changer ce qu'il croyait de moi. Puis, j'ai ramassé le chèque et je l'ai examiné, les laissant croire que j'étais tenté. C'est généreux, ai-je dit calmement. Randolph a souri. J'ai posé le chèque et j'ai sorti mon téléphone. Avant de répondre, ai-je dit, je dois passer un appel rapide. Randolph a froncé les sourcils. Qu'est-ce que votre avocat vient faire là-dedans? Je l'ai regardé attentivement. Tout, ai-je répondu. J'ai composé le numéro de Desmond Garrett, l'avocat qui gérait mes intérêts depuis 27 ans, et j'ai mis le haut-parleur. Je l'ai posé au centre de la table, à côté du chèque déchiré, et j'ai attendu. Maxwell, a dit Desmond calmement. J'attendais ton appel. Desmond, je dîne avec la famille Stone. Pourrais-tu expliquer la structure de propriété actuelle de Stone Maritime & Logistic? Bien sûr, a-t-il répondu sans hésiter. La Stone Maritime & Logistic Corporation possède 100 millions d'actions en circulation. Le plus gros actionnaire est Brennan Holdings LLC, qui détient 47 millions d'actions, soit 47% de la société. Randolph a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé? Desmond a continué, imperturbable. Le deuxième plus gros actionnaire est Randolph Stone personnellement, détenant 18 millions d'actions, soit 18%. Les 35% restants sont répartis entre des investisseurs institutionnels et privés. Le silence était total. Desmond, ai-je dit, qui possède Brennan Holdings? Brennan Holdings est détenu à 100% par Maxwell Brennan, a-t-il répondu. Elle a été établie il y a 27 ans grâce à un héritage. Au cours de clôture d'aujourd'hui, la position dans Stone Maritime est valorisée à environ 15 milliards de dollars. Le verre de vin de Theodora a glissé de sa main et a roulé sur la table. Le téléphone d'Anne Insley est tombé au sol. Randolph fixait le haut-parleur comme si la réalité venait de basculer. C'est impossible, a-t-il chuchoté. Brennan Holdings est. Je pensais que c'était un investisseur institutionnel. Tu n'as jamais posé de questions, ai-je dit, parce que l'argent arrivait toujours quand tu en avais besoin. Je me suis levé et j'ai contourné la table jusqu'à lui faire face. Il y a 27 ans, ton entreprise s'effondrait.
La crise du transport maritime en Asie t'avait détruit. Aucune banque ne voulait te financer. Il a essayé de parler, mais a échoué. J'avais 26 ans. J'avais hérité de 500 000 $ de mon grand-père. J'ai étudié ton entreprise pendant des mois. Tes fondamentaux étaient solides, tu avais juste besoin de capital. Ma voix restait calme. Alors, j'ai acheté discrètement, via des entités que tu ne pouvais pas tracer. En 3 ans, je possédais 15%. Quand j'ai rencontré Margot, 31%. À notre mariage, 42%. Aujourd'hui, 47%. Chaque expansion que tu attribues à ton leadership, les routes de l'Atlantique, la modernisation des ports, le logiciel logistique qui t'a sauvé en 2015 a été financé par mon capital. J'ai laissé les mots peser. Tu travailles pour moi, Randolph. Tu ne le savais juste pas, puis je me suis tourné vers Anne Insley. Elle était figée, le visage pâle, les larmes aux yeux. Anne Insley, ai-je dit doucement, je voulais savoir si ma fille accordait plus d'importance au caractère ou à la richesse. Si tu m'aimais pour qui je suis, ou pour ce que tu croyais qu'il me manquait. Ce soir, j'ai ma réponse. Ton poste chez Stone Maritime prend fin, avec effet immédiat. Il est peut-être temps que tu apprennes ce qu'exige une vraie carrière. Papa, a-t-elle chuchoté, je ne savais pas, est-ce que cela aurait changé quelque chose? Non. J'ai soulevé le chèque déchiré pour qu'il puisse le voir. Je n'ai jamais voulu ton argent, Randolph. Je voulais une famille. Je voulais aimer ta fille sans me soucier du statut ou de l'héritage. Mais tu n'as vu en moi que quelqu'un que tu croyais inférieur à toi. J'ai laissé tomber les morceaux du chèque sur la table. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour lundi. L'ordre du jour est simple, un vote sur le PDG. Tu seras révoqué, et une direction professionnelle sera mise en place. C'est mon entreprise. A crié Randolph. Je l'ai bâtie. Non, ai-je dit calmement. Tu l'as menée au bord de la faillite. Je l'ai sauvée pendant que tu étais assis ici à essayer de m'acheter pour m'éloigner de ta fille. Je me suis tourné vers Margot, qui tremblait encore, les larmes coulant librement, et je lui ai tendu la main. Elle l'a prise sans hésiter. Nous avons une longue route devant nous, ai-je dit doucement. Derrière nous, la famille Stone restait assise au milieu des ruines de tout ce en quoi ils croyaient. Et pour la première fois en 23 ans, ils m'ont enfin vu clairement. Le trajet de retour vers Cambridge ne faisait que 15 kilomètres, et pourtant, j'avais l'impression de traverser 2 mondes différents. Nous avons marché vers la voiture en silence, le domaine des Stones brillant derrière nous comme quelque chose d'irréel, mi-rêve, mi-cauchemar. La main de Margot tremblait dans la mienne, et je la tenais fermement, comme si elle était la seule chose solide qui me restait. Les 10 premières minutes se sont écoulées sans un mot. J'ai conduit à travers les rues impeccables de Wellesley, puis sur l'autoroute, tandis que Margot regardait les lumières floues de la ville défiler par la fenêtre. Enfin, elle a parlé doucement. Depuis combien de temps préparais-tu cela? Je ne préparais pas une vengeance, ai-je dit, les yeux fixés sur la route. La regarder me semblait trop difficile. J'ai investi dans l'entreprise des années avant de te rencontrer. C'était juste une bonne décision financière. Mais tu les as laissés te traiter ainsi, a-t-elle dit, la voix brisée. Pendant 23 ans. Pendant 18 mois, je les ai testés délibérément. Avant cela. J'ai cherché mes mots. J'espérais qu'ils m'accepteraient pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle ajouté en se tournant vers moi. N'importe quand. M'aurais-tu cru si je t'avais dit que je ne t'avais épousé que pour toi, ai-je demandé. Pas pour ta famille, ni pour l'accès au pouvoir? Elle est restée silencieuse un long moment. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Peut-être pas au début. J'avais besoin que tu saches que je t'avais choisi quand il n'y avait rien à gagner. Que je suis resté quand la logique disait que je ne devrais pas, le silence est revenu. Et Anne Insley. Sa voix a craqué. Tu as laissé notre fille penser que. J'ai laissé tes parents l'empoisonner contre moi, ai-je dit. Je pensais que la patience lui enseignerait de vraies valeurs. Je me suis trompé. Des larmes sont venues alors, pour nous deux. Je me suis garé sur le côté, car la route disparaissait derrière le flou de mes yeux. Que va-t-il se passer maintenant, a-t-elle demandé une fois que nous avons pu respirer à nouveau. L'entreprise survivra. On proposera peut-être un rôle de consultant à Randolph, mais le contrôle est terminé.
Il s'adaptera ou il partira. Et nous? Je me suis enfin tourné vers elle. C'est ton choix. Elle a cherché ma main. Je te choisis, toi. Je l'ai toujours fait. L'homme qui a partagé cet appartement avec moi pendant 23 ans. C'est lui que j'aime. Pas le milliardaire. L'homme qui faisait le café chaque matin et qui m'écoutait sans juger. 20 minutes plus tard, nous sommes arrivés sur notre parking à Cambridge. Après le domaine des Stones, le bâtiment paraissait petit, ordinaire, parfait. À l'intérieur de notre appartement, entouré de 2 décennies de vie commune, elle m'a demandé, et pour l'argent? Ta fondation, ai-je dit. Nous la ferons grandir ici. Nous gardons cet appartement. Je n'ai pas besoin d'un manoir. Le lundi apporterait son lot de conséquences. Mais cette nuit-là, dans notre calme foyer de Cambridge, nous étions plus riches que les Stones ne l'avaient jamais été, parce que nous avions toujours l'un l'autre, l'honnêteté, et la vie que nous avions choisie ensemble. Malgré tout, le lundi matin est arrivé avec un ciel gris et le poids des conséquences. La salle du conseil d'administration au siège de Stone Maritime n'était que verre et acier, un espace conçu pour intimider. Mais à 9 heures ce matin-là, alors que je prenais place en bout de table, le siège que Randolph avait occupé pendant 40 ans, je n'ai ressenti qu'une certitude tranquille sur ce qui devait arriver. La réunion d'urgence a duré 11 minutes. L'ordre du jour était simple, un vote sur la position du PDG actuel. L'argument commercial était clair, un actionnaire majeur exerçant son droit de restructurer la direction. Il y a eu très peu de discussions. C'étaient des professionnels qui comprenaient que les sentiments personnels n'avaient pas leur place dans le devoir fiduciaire. Le vote a été favorable à la révocation à 78%. Randolph était assis à l'autre bout de la table, diminué d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'espace physique. Il n'a rien dit, ne s'est pas défendu, n'a pas argumenté, n'a même croisé le regard de personne. Quand le vote s'est conclu et que l'équipe de direction intérimaire a été annoncée, il s'est simplement levé et est sorti. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais fatigué. Au cours des 2 jours suivants, mon téléphone a accumulé 12 messages vocaux d'Anne Ainsley. Je ne les ai pas écoutés. Le téléphone de Margot s'est éclairé de SMS, « Maman, s'il te plaît. Je n'ai pas compris. Je suis désolé. S'il te plaît, parle-moi. » Elle n'a pas répondu. Pas encore. Le mardi soir, Anne Ainsley avait apparemment réalisé que sans la connexion Stone Maritime sur son CV, personne ne rappelait. Le marché du travail, semblait-il, avait sa propre façon d'enseigner des leçons que 20 ans de privilèges avaient occultées. Théodora a appelé Margot 17 fois entre lundi et mercredi. Mercredi matin, Margot a enfin décroché. S'il te plaît, la voix de Théodora était brisée, rien à voir avec la froide matriarche mondaine qui avait suggéré de m'acheter. Laisse-moi expliquer. Laisse-nous arranger les choses. J'ai besoin de temps, maman, a dit Margot doucement avant de raccrocher. Cet après-midi-là, un coursier est arrivé à notre appartement. L'enveloppe portait une écriture soignée, celle de Théodora, que je reconnaissais pour l'avoir vue sur des années d'invitations formelles auxquelles nous assistions rarement. À l'intérieur se trouvait une lettre de 2 pages, écrite à la main sur du papier crème. Margot, je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Ce que nous avons fait était impardonnable. Mais j'ai besoin que tu saches que nous pensions te protéger. Nous avions tort. Si terriblement, si horriblement tort. Ton père est dévasté. Pas pour l'entreprise, même si cela fait mal. Mais pour t'avoir perdu. Pour avoir découvert que le gendre qu'il méprisait est l'homme qui a sauvé tout ce qu'il a bâti. S'il te plaît, quand tu seras prête, pourrons-nous parler? Je te le promets. Plus d'enveloppes. Plus de chèques. Juste une mère qui veut comprendre l'homme que sa fille a épousé. Margot l'a lu 2 fois, puis me l'a montré. Penses-tu qu'ils sont sincères, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi longuement. Je pense qu'ils ont peur. Et parfois, la peur rend les gens honnêtes d'une manière que le confort ne permet jamais. Que ferais-tu à ma place? Je leur donnerai une chance, ai-je dit. Une seule. Mais à nos conditions, dans notre appartement. Pas de démonstration de richesse ou de statut. S'ils peuvent nous accepter tels que nous sommes, alors peut-être y a-t-il de l'espoir. Jeudi matin, Margot a envoyé un SMS, dîner, chez nous. Vendredi, 19 h. Pas de code vestimentaire, pas d'attente, juste la famille.
La réponse de Théodora est arrivée en quelques secondes, merci. Nous serons là. Le vendredi, nous avons préparé des pâtes. Rien de chic, rien d'élaboré, juste le genre de repas que nous avions partagé 1000 fois en 23 ans. Pas de verre en cristal, pas d'assiette en porcelaine, aucune mise en scène. Quand la sonnette a retenti à 19h pile, exactement une semaine après le dîner qui avait tout changé, j'ai pris la main de Margot, et nous sommes allés ouvrir ensemble. Il se tenait sur notre palier, paraissant plus petit, comme si la semaine écoulée les avait diminués d'une manière que la richesse ne pourrait jamais compenser. Randolph portait un jean et un pull bleu marine. Pas de cravate, pas de costume sur mesure, pas d'armure d'autorité exécutive. Théodora avait choisi un pantalon noir simple et un chemisier crème. Son seul bijou était son alliance, que j'avais vue pendant 23 ans sans jamais vraiment la remarquer. Pas de perles, pas de diamants, aucune mise en scène. Merci de nous recevoir, a dit Randolph à voix basse. Sa voix n'avait rien de la certitude autoritaire que j'avais entendue dans les salles de conseil et les dîners pendant plus de 2 décennies. Théodora tenait une bouteille de vin, pas de leur collection privée, juste quelque chose acheté chez le caviste du coin. Ses mains tremblaient légèrement en l'offrant à Margot. « Entrez », a dit Margot en s'effaçant. Notre appartement de Cambridge n'avait jamais été conçu pour impressionner. 75 mètres carrés d'espace confortable et vécu, avec des étagères de livres tapissant les murs et des photographies documentant 23 ans de moments authentiques. Le salon s'ouvrait directement sur la cuisine. Pas de salle à manger séparée, pas de quartier pour le personnel, ni marbre ni cristal en vue. Les yeux de Théodora parcouraient l'espace lentement. Je les regardais observer le canapé usé où Margot et moi avions passé d'innombrables soirées, la petite table où nous avions partagé des milliers de repas, les œuvres d'art simples que nous avions choisies ensemble. Cet endroit est charmant, a-t-elle dit enfin, et pour la première fois depuis que je la connaissais, sa voix ne contenait aucun jugement. On s'y sent chez soi. Margot avait préparé des pâtes, rien de compliqué, juste la recette de sauce marinara que sa grand-mère lui avait apprise des années avant que je ne la rencontre. L'odeur d'ail et de basilic remplissait le petit appartement alors que nous nous asseyions à la table de la cuisine. 4 personnes dans un espace conçu pour l'intimité plutôt que pour le paraître. Ça sent merveilleusement bon, a dit Randolph alors que Margot servait. Nous avons mangé dans un silence gêné pendant plusieurs minutes. Puis Randolph a posé sa fourchette. Maxwell, a-t-il commencé, d'une voix prudente. Je vous dois des excuses. Plusieurs excuses, en fait. J'ai attendu. Pour chaque dîner où je vous ai fait vous sentir petit. Pour chaque commentaire sur votre travail, votre voiture, vos origines. Chaque fois que j'ai suggéré que vous n'étiez pas à la hauteur. Il a fait une pause, la mâchoire contractée. Et ce chèque. Vous traitez comme si vous valiez exactement 350 000 $, et pas un centime de plus, alors que la vérité est que vous êtes l'homme qui a sauvé mon entreprise et qui aime ma fille avec une intégrité que je n'ai pas su reconnaître. Il s'est tourné vers Margot, et j'ai vu des larmes poindre dans ses yeux. Margot, je suis désolé de ne pas avoir pu voir ce que tu voyais en Maxwell. Je suis désolé d'avoir privilégié la position sociale à ton bonheur. Tu as trouvé un homme qui t'aime pour ce que tu es exactement. C'est ce que tout père devrait souhaiter. J'ai failli tout détruire par simple orgueil. Théodora a pris la main de Margot, les larmes coulant librement désormais. J'ai passé ma vie entière à te préparer pour un certain type de mariage, a-t-elle dit. Quand tu as choisi différemment, j'ai eu l'impression que tu rejetais tout ce que je t'avais enseigné. Mais tu ne rejetais rien, a-t-elle continué. Tu choisissais quelque chose de vrai au lieu de quelque chose de vide. Et Anne Ainsley. Sa voix s'est brisée. Nous avons empoisonné son esprit contre vous deux. C'est notre faute. J'ai posé ma propre fourchette, croisant le regard de Randolph par-dessus la petite table. J'accepte vos excuses, ai-je dit calmement. Mais accepter ne signifie pas oublier. Si nous devons reconstruire cela, cela doit être réel. Plus de jugement basé sur les apparences. Plus de venin sur qui mérite qui. Quant à Anne Ainsley, elle a 20 ans. Elle peut apprendre, mais elle devra s'excuser elle-même quand elle sera prête. Margot a serré la main de Théodora. Je veux retrouver mes parents, a-t-elle dit doucement. Mais j'ai besoin que vous nous voyiez. Que vous nous voyiez vraiment. Maxwell en jean est toujours l'homme qui possède 15 milliards de $. C'est ça, la leçon. Randolph a hoché la tête lentement.
Est-ce que je pourrais vous inviter à déjeuner un de ces jours, Maxwell? Juste nous deux. Pour repartir à zéro. Un déjeuner, ça me va, ai-je répondu. Anne Ainsley a envoyé une lettre, a proposé Théodora prudemment. Mais elle n'est pas encore prête à vous affronter. Quand elle le sera, ai-je dit, nous serons là. Ce n'était pas encore le pardon. Le pardon prendrait du temps. Mais c'était un début, et parfois, un début suffit. 3 mois peuvent remodeler une famille, une entreprise, et une compréhension silencieuse de ce que signifie réellement la richesse. En février, l'action de Stone Maritime avait grimpé de 35% sous une direction professionnelle, menée par un PDG que j'avais choisi non pour son pédigré, mais pour sa compétence prouvée. L'entreprise que j'avais sauvée 27 ans plus tôt prospérait enfin, exactement comme j'avais toujours cru qu'elle le pourrait. Randolph ne travaillait plus que 2 jours par semaine, conseillant sur les comptes historiques et les relations institutionnelles. Surtout, il écoutait. Il écoutait des cadres plus jeunes dotés d'outils plus pointus, et des spécialistes de la logistique qui comprenaient les chaînes d'approvisionnement modernes mieux qu'il ne l'avait jamais fait. Il a vendu sa Mercedes, a acheté une Toyota Camry, et semblait d'une certaine façon plus léger. La fondation de la famille Brennan a été lancée en janvier avec une dotation de 75 millions de dollars. Margot en est devenue la directrice, ne faisant plus de bénévolat pour la vision de quelqu'un d'autre, mais construisant la sienne. Des bourses pour des étudiants qui voulaient des diplômes de commerce mais manquaient d'argent. Des aides au logement, des formations professionnelles pour des personnes que la société avait déjà écartées. Les gamins dont personne n'attend la réussite, disait-elle en rédigeant la mission de la fondation. Ce sont eux qui changeront tout. Toutes les 2 semaines, Randolph et Théodora venaient dîner dans notre appartement. Parfois, ils cuisinaient. Théodora a découvert qu'elle aimait cela quand aucun personnel ne la surveillait et qu'aucune performance n'était requise. Il posait des questions sur nos lectures, pas sur les affaires. Théodora faisait 15 heures de bénévolat par semaine à la fondation, utilisant ses relations mondaines pour quelque chose qui comptait vraiment. Il y a 6 semaines, une lettre est arrivée, écrite de l'écriture soignée et incertaine d'Anne Ainsley. Papa, j'apprends enfin ce que tu as essayé de m'enseigner. Je suis désolé qu'il m'ait fallu 20 ans et la perte de tout pour comprendre. Elle avait accepté un emploi de marketing débutant dans une petite start-up technologique. Rien de glamour, rien d'hérité. Elle louait un modeste appartement à Somerville, payait ses propres factures, et prenait le métro pour aller travailler comme tout le monde. Elle a vu Margot pour un café 2 fois, mais elle n'était pas encore prête à me voir. Elle y arrive, m'a dit Margot. 20 ans d'empoisonnement, cela prend du temps à nettoyer, ai-je répondu. Je peux attendre. Ce soir, après un autre dîner du vendredi, après que Randolph et Théodora sont partis avec de vrais sourires et la promesse de revenir, Margot et moi nous tenions sur notre petit balcon surplombant Cambridge. Les lumières de la ville scintillaient en bas, d'innombrables vies se déroulant dans des appartements semblables aux nôtres. Est-ce que tu regrettes de les avoir laissés t'humilier pendant si longtemps, a-t-elle demandé. Jamais, ai-je dit en la serrant contre moi. Parce que maintenant, je sais que tes parents t'aiment plus que leur propre orgueil. Tu m'as choisi pour ce que je suis, et je n'ai besoin de la permission de personne pour être moi-même. Qui es-tu, Maxwell Brennan? J'ai souri. Je suis un consultant en logistique de 53 ans. Je suis un investisseur milliardaire. Je suis ton mari. Et je suis l'homme qui a prouvé que les personnes les plus puissantes dans une pièce sont généralement celles que personne ne remarque. Elle m'a embrassé alors que la ville brillait sous nos pieds. Quelque part, Randolph réapprenait sa propre entreprise depuis la base. Quelque part, Théodora planifiait sa prochaine vacation de bénévolat. Quelque part, Anne Ainsley travaillait tard pour construire quelque chose de réel de ses propres mains. Ici, dans l'appartement modeste que nous avions choisi délibérément, nous étions riches de la seule façon qui compte. Cette enveloppe n'a pas tout changé. Ce chèque non plus. Ce qui importait, c'était le moment où les gens révélaient qui ils étaient vraiment, et ce que vous choisissiez de faire avec cette vérité. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi l'honnêteté. J'ai choisi de prouver que le fait d'être sous-estimé peut être le plus grand des avantages. Quand personne ne s'attend à ce que vous gagnez, la victoire a un goût encore plus doux. Mon nom est Maxwell Brennan. Voici la preuve que le caractère compte plus que l'argent. L'amour compte plus que le statut. Et les plus grandes victoires sont celles que personne n'a vu venir. Restez humble, connaissez votre valeur,
et ne laissez jamais personne vous faire sentir petit simplement parce qu'ils sont incapables de voir à quel point vous êtes puissant. En regardant mon histoire, je réalise que Dieu m'a donné 23 ans pour me préparer à un moment de 15 minutes. Certains appellent cela de la patience. Moi, j'appelle cela de la foi. La foi que le Dieu qui voit tout révélerait la vérité en son temps parfait. N'attendez pas aussi longtemps que moi pour montrer votre valeur. Dieu ne nous demande pas de cacher notre lumière sous un boisseau pour toujours. J'ai laissé ma famille subir 18 mois d'humiliation alors qu'une seule conversation honnête aurait pu l'éviter. C'était mon erreur. Voici ce que j'ai appris, Dieu vous a donné des talents non pour faire vos preuves aux autres, mais pour servir ses desseins. Je pensais donner une leçon à Randolph et Théodora. En vérité, Dieu m'enseignait l'orgueil, le pardon, et le fait que la vengeance lui appartient à lui seul. Si vous êtes dans ma situation sous-estimé, méprisé, porteur d'un secret qui pourrait tout changer, demandez-vous, est-ce que j'attends le moment de Dieu, ou est-ce que je nourris mon propre ego? Cette histoire vraie m'a appris que les récits de mon grand-père sur l'honneur et la patience sont beaux, mais la sagesse dit aussi, protège ta famille d'abord. Et cette histoire prouve que lorsque Dieu orchestre la justice, elle est toujours plus parfaite que tout ce que nous pourrions concevoir nous-mêmes. Les histoires de mon beau-père incluent désormais la façon dont Dieu l'a humilié à travers le gendre qu'il méprisait. Les histoires qu'il raconte à Anne Insley se concentrent désormais sur le caractère, pas sur la richesse. Ces récits sont devenus la rédemption de notre famille. Ne cachez pas qui vous êtes pour prouver quelque chose. Servez Dieu. Aimez votre famille. Et laissez-le s'occuper du reste.